Welcome all. I request Nicholas to start the session. Thank you. Bonjour tout le monde. Hello everybody. Our session will be in French and the slides, as you will see, are in Spanish and in English. So Ahmed, Dr. Marazzi, s'il vous plaît. Oui, bonjour à tous. Alors j'ai le grand plaisir de modérer cette session qui porte sur la thématique collaborer en situation de crise, succès, enjeux et défis d'une collaboration canado-haïtienne. La prochaine. Alors je me présente, je suis Ahmed Maherzi, je suis pédiatre et je dirige le bureau de la responsabilité sociale à la faculté de médecine de l'Université de Montréal. J'ai le plaisir de présenter mes collègues qui vont animer ce panel. Dr Shelley-Rose Hippolyte, médecin conseil à la direction de santé publique du CIUS de la capitale nationale et professeur agrégé à la faculté de médecine de l'Université Laval à Québec. Dr Jules Misset, vice-doyen à la faculté de médecine de l'Université d'État d'Haïti. Et le professeur Nicolas Fernandez, professeur en pédagogie à la faculté de médecine de l'Université de Montréal. La prochaine. Alors, les objectifs de notre session sont d'une part de présenter une expérience réussie de collaboration internationale complexe touchant tous les niveaux académiques, au niveau de la gouvernance, du cursus de formation, de la formation pédagogique, de la responsabilité sociale, dans un contexte de crise politique et de crise sanitaire. Par la suite, nous aurons à décrire les stratégies de collaboration mises en œuvre entre les facultés de médecine canadiennes et haïtiennes lors de ce projet. Et enfin, nous discuterons des retombées, des facteurs facilitants, des enjeux et des défis de la collaboration académique telle qu'elle est perçue par les différents collaborateurs du projet. La suivante. Alors, le programme de la session va être le suivant. Je passerai d'abord la parole au Dr Shelley-Rose Hippolyte, qui nous présentera la mise en situation du projet en rapportant l'historique du projet, la présentation globale et le contexte de crise politique et sanitaire. Par la suite, nous aborderons les stratégies de collaboration mises en place dans le cadre de ce projet. D'une part, les perspectives vues du côté de l'équipe haïtienne par Dr Misset et les perspectives vues du côté des équipes canadiennes par le professeur Nicolas Fernandez. Nos panélistes, par la suite, interviendront alternativement pour aborder avec un regard critique les retombées, les facteurs facilitants, les enjeux et les défis de collaboration, et toujours dans le cadre d'une même approche des perspectives vues par l'équipe haïtienne et vues de l'autre côté par les équipes canadiennes. Au terme de cette présentation, nous aurons 15 minutes de discussion avec les participants et je vais tout de suite repasser la parole à Nicolas pour vous présenter les modalités de la discussion. Alors, les modalités de la discussion, vous pourrez soumettre des questions soit oralement ou par écrit sur le chat dans la langue de votre choix, soit l'espagnol ou l'anglais ou le français. So for the discussion at the end of the session, you will be able to ask your questions or make any comments in both English or Spanish or French. Al término de la sesión, usted tendrá la posibilidad de hacer preguntas, comentarios en el idioma de su elección, en español, en inglés o en francés. Merci beaucoup, Nicolas. Donc, je vais tout de suite passer la parole au Dr Shelley-Rose Hippolyte pour nous rapporter un peu la mise en situation. Alors voilà, nous avons pensé commencer par vous présenter donc une mise en contexte. Alors en 2011, l'Agence canadienne de développement international a lancé un appel à proposition aux universités canadiennes. Donc c'est dans ce contexte que l'Université Laval a déposé un projet. Le projet se nomme ACOSA et c'est un projet qui vise un accroissement de la sécurité alimentaire dans une commune en Haïti. Ce projet comportait deux volets, donc un volet agricole et un volet santé nutritionnelle. Et donc, c'est dans le cadre du volet santé nutritionnelle que débutaient les premiers contacts et la collaboration entre la faculté de médecine de l'Université Laval et la faculté de médecine et de pharmacie de l'Université d'État d'Haïti.
parce qu'effectivement, dans le cadre de ce projet, donc les étudiants de médecine de la Faculté de médecine et de pharmacie de l'Université d'État d'Haïti ont réalisé des stages pendant leur externat, un stage en santé nutritionnelle. Et donc, c'est dans le cadre de ce projet qu'on a profité de l'occasion en 2013 pour inviter l'équipe décanale à Québec. Et lors de la présence du Dr Missé, vice-doyen de la Faculté de médecine et de pharmacie de l'Université d'État d'Haïti, alors celui-ci a interpellé le doyen de notre faculté, la Faculté de médecine de l'Université Laval, pour lui dire que le stage d'externat des étudiants de médecine dans le cadre du projet sur la sécurité alimentaire était fort intéressant. Mais ce qu'ils avaient vraiment besoin, ce qu'avait vraiment besoin la faculté de médecine et de pharmacie était un soutien important et soutenu pour réaliser la révision du cursus de premier cycle en médecine en vue d'obtenir ou de répondre aux normes d'accréditation internationale d'ici 2023. Alors, c'est dans ce contexte, en fait, que nous avons compris du côté canadien l'enjeu majeur que représentait l'accréditation des facultés de médecine. Donc, en 2008, l'organisme américain, l'Educational Commission for Foreign Medical Graduates, avait montré qu'il y avait de grandes différences au regard de la formation médicale des étudiants étrangers qui étaient admis dans les facultés de médecine américaines. Donc, 2 ans plus tard, en 2010, il a été décidé que les États-Unis ne valideraient plus donc les diplômes des médecins étrangers qui seraient délivrés par une faculté de médecine qui n'aurait pas obtenu l'accréditation internationale à partir de 2023, date qui a été repoussée en 2024. Et donc, ceci avait des impacts majeurs là, perçus pour la faculté de médecine et de pharmacie, notamment pensons à la mobilité étudiante, la possibilité pour les étudiants de faire une formation spécialisée, par exemple en résidence ou une formation complémentaire. Aussi, ça allait jouer sur la mobilité des enseignants. On pensait qu'il allait y avoir aussi des retombées au niveau de la reconnaissance elle-même de la faculté de médecine et de son attrait pour les étudiants de médecine en Haïti. Et aussi des impacts au niveau pour le ministère de la Santé publique et de la population qui a besoin de médecins compétents pour délivrer les services à l'ensemble de sa population. Alors, suite à cette demande, en fait, l'équipe de la Faculté de médecine de l'Université Laval a réalisé 2 séjours en 2014-2017 pour mieux comprendre le contexte de la demande et voir en fait si l'appui était pertinent et faisable. Par ailleurs, depuis 10 ans, l'équipe de la Faculté de médecine de l'Université de Montréal réalisait plusieurs activités au sein de la Faculté de médecine et de pharmacie et notamment centrées sur la formation pédagogique des enseignants. Donc, en août 2017, les 2 équipes canadiennes, donc Laval et Montréal, se sont rencontrées parce que nous avions entendu parler l'une de l'autre. On a vite réalisé qu'on avait des valeurs et des objectifs communs. On a vu qu'on s'entendait très bien et donc on a décidé de joindre nos efforts dans une perspective de cohérence et aussi de mise en commun donc de nos forces et de nos expertises respectives. Donc, à l'automne 2017, tout de suite, suite à la rencontre entre les 2 équipes canadiennes, donc les 2 équipes ont contacté l'Agence universitaire de la francophonie dans la direction des Amériques pour voir s'il y avait des opportunités de financement, de partenariat et de financement pour ce projet. Et en janvier 2018, donc le Fonds d'innovation de l'AUF a retenu le projet qui avait été proposé. Et donc, la Direction régionale des Amériques de l'AIF a ainsi confirmé l'octroi de fonds pour le projet. Donc, projet qui a débuté en 2018. Donc, si on fait un petit résumé des acteurs qui sont impliqués, donc on a la Direction régionale des Amériques de l'AUF.
donc qui a porté le projet, financé le projet, la faculté de médecine de l'Université d'État d'Haïti qui a demandé, en fait, qui a fait la demande d'appui, les deux facultés de médecine canadiennes, l'Université de Montréal et Laval, qui viennent en appui. On doit aussi parler de collaborateurs très, très étroits là, que nous avons depuis 2018. Donc, le ministère de la Santé publique et de la Population, car effectivement, ce ministère donc, a aussi des attentes au niveau de la formation médicale pour avoir des professionnels compétents qui puissent répondre aux standards qu'eux ont définis pour desservir l'ensemble de la population haïtienne sur l'ensemble de son territoire. Il y a aussi la conférence des doyens des facultés de médecine reconnues d'Haïti, qui dès 2018, juillet 2018, a demandé aux facultés de médecine canadiennes de les appuyer eux aussi dans leur démarche d'accréditation. Et enfin, la conférence des recteurs, présidents d'universités et dirigeants d'institutions d'enseignement supérieur haïtiennes qui appuient avec beaucoup d'intérêt donc ce projet. Donc, quels sont les objectifs de ce projet? Bien, écoutez, le projet propose là, un appui à la faculté de médecine dans ses démarches pour répondre à l'accréditation telle qu'avait demandé le décanat. À moyen terme, on vise l'amélioration des soins de santé, des services médicaux en vue ultimement de contribuer à améliorer l'état de santé de la population haïtienne. Donc, mais plus concrètement, à la fin du projet, les trois objectifs sont ceux-ci. Donc, premièrement, d'améliorer la formation médicale du premier et du deuxième cycle à la faculté de médecine et de pharmacie, qui répond au profil du médecin haïtien tel que défini par le ministère de la Santé publique et de la Population et aussi, évidemment, au nombre d'accréditations internationales. Le deuxième objectif, c'est d'augmenter la responsabilité sociale à la faculté de médecine et de pharmacie. Et le troisième, c'était d'accroître en fait la gouvernance et le leadership à la faculté de médecine pour s'assurer que les assises sont présentes pour aller vers les normes d'accréditation internationale et aussi pour augmenter ou accroître le rôle d'acteur de la faculté de médecine et de pharmacie au sein du système de santé. Peut-être une diapositive avant. Pardon? Parfait. Alors, lorsqu'on a proposé le projet au début 2018, on savait dans quel contexte on allait travailler tous ensemble. On savait que c'était un contexte pas facile. Donc, Haïti est le pays le plus pauvre des Amériques. Il y a des situations sanitaires extrêmement difficiles. On sait que le pays a été fortement touché par différentes catastrophes. Pensons au tremblement de terre 2010, mais plus récemment aussi en 2016 et cette année, et aussi par des ouragans, plutôt celui qui a eu le dernier, donc en 2016. On savait aussi que c'était un contexte, un pays où l'insécurité est quand même assez importante. Donc, on savait que c'était un contexte difficile, mais c'est aussi pour ça qu'on a choisi d'y aller. Parce qu'on savait qu'Haïti était un pays qui présentait de grands besoins au niveau de la santé, dans ce contexte difficile. Par contre, ce qu'il faut dire, ce qu'on ne savait pas, c'est qu'à partir de l'automne 2018, l'insécurité a atteint un niveau vraiment très élevé et s'est maintenue en fait depuis l'automne 2018. Et ça a commencé par des manifestations en lien avec un scandale de Petro-Caribé. Et il y a eu par la suite différentes périodes, différents moments, donc des manifestations en lien avec des scandales, notamment l'inflation, le gouvernement en place, l'assassinat du président, etc. Et donc, ces manifestations ont amené un contexte extrêmement difficile, des grèves, des manifestations populaires très importantes, des barricades, des tirs, et plus récemment, une augmentation importante des kidnappings. Alors, tout ceci, ce contexte-là, évidemment, on ne peut pas le passer sous silence parce que ça a eu des impacts importants. Donc, on peut penser notamment, de manière bien succincte, des impacts sur les déplacements des enseignants et des étudiants de la faculté de médecine.
Les impacts aussi là, qui se font sentir sur le moral, la motivation, le travail des enseignants et des étudiants qui ont d'autres préoccupations. Des impacts, il y en a eu aussi sur le calendrier académique, bien que ça ait pu se maintenir. Des impacts aussi sur les séjours que nous avions planifiés, les collègues canadiens en Haïti. Donc, pendant les 2 premières années, il y a eu 3 séjours planifiés qui ont été réalisés. Il y a 3 séjours planifiés qui ont été annulés. Il y en a eu 2 qui se sont réalisés, mais où on a été plongé finalement dans un contexte extrêmement tendu où on a dû être confiné dans notre lieu de séjour quelques jours. En fait, ces séjours où on est allé dans un contexte de sécurité, on pense que ça a quand même contribué à augmenter l'engagement des collègues canadiens envers nos collègues haïtiens et notre solidarité, en fait. Et aussi, ça a contribué à partir de juillet 2019, lorsqu'on il y avait un séjour planifié qui a dû être annulé la veille. C'est là qu'on a commencé à travailler en visioconférence et de manière extrêmement efficace. C'était en juillet 2019, bien avant donc la COVID, si bien que lorsque la COVID est arrivée, nous avions déjà mis en place des mécanismes de communication et de collaboration très efficaces. Alors, en ce qui concerne justement les stratégies de collaboration que nous avons développées et mises en place et en fait construit au fur et à mesure qu'on avançait suite à cette rupture de l'impossibilité de se rendre au pays, on s'est vraiment centré sur les relations interpersonnelles entre les membres de l'équipe. Et ces relations interpersonnelles qui deviennent très proches de l'amitié, en fait, font en sorte que nous, les partenaires canadiens, on peut voir la réalité humaine d'un pays qu'on ne connaît pas. En fait, nos collègues à Port-au-Prince sont devenus un peu nos yeux pour comprendre la réalité et nos mains pour nous aider ensemble à travailler à atteindre notre cible commune, qui est l'accréditation, qui est la réforme du curriculum de formation et l'amélioration des pratiques pédagogiques sur place avec les professeurs. Donc, ça voulait dire des réunions régulières à chaque 2 semaines en sous-comité. On s'est divisé la tâche en 3 grands groupes de travail et ces groupes de travail ont continué à travailler, à avancer le projet malgré toutes les difficultés et malgré toutes les embûches que nos collègues sur le terrain ont connues à travers ces temps-là. Donc, ça voulait dire qu'il fallait reconnaître une série de choses que pour nous sont difficiles à comprendre. On n'a jamais vécu ce niveau d'insécurité qui est tellement élevé et comprendre un peu aussi que parfois il faut être flexible dans les cibles, dans les atteintes de but et ce qui est important, c'est le processus avant tout. Et c'est le processus qui va être en garant, à certaines mesures, des retombées et des résultats. Finalement, il faut dire que la collaboration, comme toute la planète finalement, avec la COVID, on s'est rabattu à communiquer autrement que normalement en présentiel. Alors nous, on avait déjà développé nos pratiques de communication avec la diversité des méthodes disponibles aujourd'hui. Donc Skype, on l'a abandonné rapidement, mais certainement WhatsApp, qui nous permet de maintenir un fil conducteur rapide, continu durant la journée, à n'importe quel moment de la journée en fait, et Zoom pour nos rencontres et téléphone, etc. Donc ça a permis, grâce à la disponibilité de ces moyens-là, on a pu continuer à faire grandir nos relations, à se donner des projets communs, des buts communs qui étaient réalisables et qui pouvaient être ajustés rapidement en fonction de la situation qui était vécue sur le terrain. Merci beaucoup, Nicolas. Donc, on va voir un peu maintenant les stratégies de collaboration du côté haïtien. Bonsoir tout le monde. Pour nous, du côté de Haïti, la première chose à faire, c'était de convaincre les partenaires. Parce que Nicolas et Charles-Rose vous a expliqué,
Des fois, même venir en Haïti est quelque chose de périlleux. Par exemple, là, en train de faire le Zoom là, mais j'entends tirer à côté. Par exemple, il y a des émeutes maintenant, actuellement. Donc, c'était la première chose, c'est convaincre les partenaires qu'on peut faire un projet en Haïti. Donc, ça, c'est ce qu'on a pu faire avec plusieurs partenaires. Donc, la première, l'Université Laval, et ensuite l'Université de Montréal. La deuxième chose, c'était d'unir les partenaires pour que tout le monde puisse parler le même langage. Des fois, par exemple, il y a un partenaire qui intervient à ce niveau, il y a un autre qui intervient à un autre niveau et les effets s'annulent. Donc, on a voulu une bonne collaboration. La troisième chose, c'est intéresser la partie haïtienne aussi au projet. Parce que là, les gens vont dire quelle est la nécessité pour une faculté d'un pays du tiers-monde d'être accréditée. Donc, c'est unir les gens, les partenaires et trouver une équipe haïtienne, que ce soit au niveau de la direction de la faculté, que ce soit des professeurs, que ce soit des étudiants, que ce soit même des politiques au niveau du ministère, les intéresser à l'accréditation de la faculté. Troisième chose, c'est entre les différents partenaires maintenant, haïtiens et étrangers, canadiens, précisément, c'est trouver des couloirs de discussion, d'échange, et quand il faut prendre les décisions de façon horizontale. Et puis la quatrième chose qu'on a privilégié dans cette collaboration, c'est créer une expertise locale, une expertise haïtienne. Vous savez, en Haïti, on a un pays pauvre, on ne peut pas retenir les ressources humaines. Il y a certaines thématiques, certaines choses, certaines expertises qu'on n'a pas en Haïti. Mais avec les universités canadiennes, on a pu commencer à créer ces expertises. Donc, c'est notre stratégie de collaboration du côté haïtien. Et, prochaine. D'accord. Et on a eu beaucoup de résultats durant ce laps de temps. On a pu refaire toute la gouvernance de notre faculté, établir plusieurs comités, des comités pédagogiques, on a revu notre système de stage, on a changé complètement notre curriculum, on a organisé un forum citoyen et on est prêt maintenant à recevoir une première équipe pour l'évaluation pour notre accréditation par la CIDMEF, qui est notre agence accréditatrice. La prochaine. Merci beaucoup, Dr Missé. Donc, on arrive maintenant aux retombées un peu du projet pour les facultés. Donc, je vais commencer par les retombées pour les facultés canadiennes. On va passer la parole à Nicolas. Pour les facultés canadiennes, donc notamment la faculté de médecine de l'Université de Laval et chez nous, l'Université de Montréal, on peut dire que ça permet aux professeurs de nos facultés d'être exposés à comment les choses se font ailleurs et notamment dans d'autres pays qui sont radicalement différents. Alors ça, c'est la première retombée importante qu'on doit retenir. Ça nous donne une profondeur de champ dans nos réflexions intellectuelles pour comprendre un peu comment ça se passe ailleurs. Aussi, ça rentre dans notre mission. Généralement, les gens, quand on se dévoue à l'éducation, ben, on se dévoue aussi à cette obligation de donner une assistance à l'autre. Donc, ce projet nous donne cette possibilité de rendre concret, d'incarner cette obligation d'assistance. Évidemment aussi, il y a le rayonnement de la faculté. Le projet, ce genre de manifestation aujourd'hui avec la conférence ou dans d'autres contextes, nous permet de rayonner comme faculté à l'international. Aussi, au niveau de la responsabilité sociale, parce que ce projet apporte une couleur très forte de la responsabilité sociale, les deux facultés ont obtenu une reconnaissance internationale de l'Association européenne d'éducation médicale, qui est le Aspire to Excellence Award, qui reconnaît l'engagement et l'excellence en matière de responsabilité sociale des facultés. Alors ça, on a pu obtenir ça grâce à ce projet. Et aussi, on a appris, et ça c'est important pour moi notamment, on a appris à coordonner nos efforts et à travailler avec des collègues. Vous savez, Montréal et Québec sont séparés par 3 heures de route, une route très belle. C'est tout le temps 3 heures, c'est jamais plus, c'est jamais moins. Mais on travaille très, très bien. C'est une grande surprise, en fait, de pouvoir collaborer entre les gens de l'Université de Montréal et les gens de Laval, parce que nous avons des valeurs communes et maintenant nous partageons cet objectif d'aider nos confrères haïtiens
à obtenir cette accréditation. Alors, voilà. Merci Nicolas. Docteur Misset, je vous passe la parole pour les... Non. Pour les facteurs facilitants? Ah, pardon. Vas-y. Juste avant, ce serait pour juste avant. Parfait. Très bien, chez le Rose à toi. Parfait. Donc, on va aborder maintenant les facteurs qui ont facilité la collaboration de la perspective là, des collègues canadiens. Donc, je pense que le premier facteur qui a facilité la collaboration avec la Faculté de médecine et de pharmacie, c'est qu'on a répondu vraiment à un besoin qui était prioritaire pour eux. Donc, les deux facultés de médecine, on n'était pas du tout là, c'est pas nous qui avons proposé un appui pour l'accréditation, absolument pas. Donc, c'était pas dans nos perspectives et c'est vraiment lorsque le vice-doyen, Dr. Misset, a interpellé le doyen en 2013 à ce sujet. Donc, on a compris donc l'importance de cet enjeu. Et on s'est ajusté et on a regardé si on avait les compétences pour répondre à ce besoin prioritaire. Donc, c'est certainement un facteur qui a fortement facilité la collaboration de nos universités canadiennes et de la Faculté de médecine et de pharmacie. L'autre élément aussi, nous pensons que, en fait, les liens se sont développés progressivement. Et on vous a expliqué que les liens avaient commencé à travers un autre projet qui était en place depuis 2013. Si bien qu'en 2018, lorsqu'on s'est plongé on a proposé à la fin 2017 ce projet d'appui à la faculté de médecine, on se connaissait déjà, les liens avaient été développés doucement et finalement en 2017, on était confiants. On savait de part et d'autre, je pense, à qui on avait affaire. De notre côté, on savait qui étaient les personnes au décanat, on savait que c'était des acteurs sérieux, on a compris que c'était un enjeu important. Et ce développement de liens progressifs a certainement contribué à faciliter la collaboration. Ensuite, il y a eu un engagement clair des facultés de médecine impliquées, à la fois canadiennes et haïtiennes. On voit des fois des projets à l'international où ce sont des professeurs qui sont fortement impliqués, et c'est très bien, mais dans ce projet-ci, ça a été au-delà des professeurs, de l'implication des professeurs. Ce sont les facultés elles-mêmes qui se sont officiellement engagées à travers un contrat. Donc, nos doyens de toutes les facultés, des deux facultés de médecine canadiennes et haïtiennes ont signé un contrat là, de partenariat. Et on pense que ça facilite aussi d'avoir vraiment l'engagement clair des décanats. L'autre aspect, c'est que on a misé sur la diversité, la complémentarité des compétences. C'est vrai qu'au niveau canadien, il y a deux équipes, mais vraiment, ce sont des compétences complémentaires. Donc, on a des personnes qui ont des compétences davantage au niveau de la réforme du cursus, d'autres au niveau de la formation professorale, d'autres au niveau de la gouvernance, d'autres au niveau de l'expertise en santé publique ou de projets internationaux. On a aussi un ancien doyen de la faculté de médecine de Tunis, là, qui est Dr. Maherzi. Et donc, on avait vraiment des compétences diverses, vraiment diverses et très complémentaires qui se sont vraiment bien alliées. Ensuite, la responsable technique du projet connaissait relativement bien le pays, donc de père haïtien, connaissait le pays et aussi la langue, et on pense que ça l'a pu faciliter parce que peut-être plus au début, il a pu jouer un rôle de traduction, si on peut dire ainsi, aux besoins entre les équipes canadiennes et haïtiennes. L'autre élément aussi, la non-rémunération des professeurs acteurs impliqués par les fonds du projet. Aucun des professeurs, ni du côté canadien, ni du côté haïtien, n'est financé par le projet. Aucun. Donc, cela repose sur l'implication des professeurs eux-mêmes, leur volonté d'être impliqués et d'être engagés, et aussi des décanats qui ont accepté de libérer les professeurs et de prioriser ce projet dans leurs tâches.
Et ça, on pense que c'est un bon coup, un bon coup en fait, d'avoir misé là-dessus. Et c'est sûr que pour le long terme, pour la pérennité de l'engagement, c'est gagnant. Une seule équipe, donc le professeur Fernandez en a parlé. C'est vrai qu'on était 2 équipes canadiennes. Avant 2017, on ne se connaissait pas. On a fait une rencontre et en une rencontre, c'était incroyable. On a vu qu'on avait des valeurs, des objectifs communs. Et depuis ce temps, c'est vrai qu'on a l'impression de former qu'une seule équipe. Et ça, je pense que c'est très aidant. On a pu dépasser peut-être certaines tensions qu'il peut y avoir ou rivalités entre des universités canadiennes. Par ailleurs, écoutez, le fait de se connaître et de se comprendre, donc le professeur Fernandez en a parlé, mais le fait de prendre le temps de se connaître professionnellement, bien sûr, mais au-delà, personnellement. Et le fait de se comprendre en fait les contextes de vie, les contextes de travail qui peuvent faciliter le travail à l'implication, mais aussi qui peuvent s'avérer des obstacles ou des freins à la présence de professeurs ou à l'avancée des travaux. Ça a été vraiment quelque chose de clé, on pense, dans le projet. Donc, ça a permis de développer des relations de confiance et de les maintenir malgré le contexte de crise et de pandémie, comme on vous l'a expliqué. Parce qu'on avait eu ces rencontres en présentiel, on pense que c'était important, heureusement, que la grosse période de crise d'instabilité est arrivée après qu'on ait eu le temps de se connaître et de développer des liens, heureusement. Parce qu'une fois qu'on a dû travailler à distance, notamment à partir de juin 2019, les relations étaient bien établies, professionnelles et personnelles aussi. Et donc, les rencontres très fréquentes en petits comités. Hein, le comité de programme se rencontre à toutes les semaines. C'est un investissement majeur à toutes les semaines. Partenaire canadien-haïtien, le comité pédagogique à toutes les 2 semaines avec des horaires fixes réguliers, avec une diversité de modalités de communication selon les acteurs. Donc, il y en a qui préfèrent communiquer par téléphone, d'autres c'est WhatsApp, d'autres c'est visio, etc. Et tout ça a facilité, en fait, notre communication et notre collaboration. Merci, Chélie. La suivante. Nicolas, la suivante. Voilà. Docteur Missé, à vous. Du côté haïtien, ce qui avait facilité les choses, je dirais, c'est l'altérité. Le fait que nous, on est du Sud, travailler avec les gens du Nord, entre parenthèses, ça a créé une autre émulation, et une autre façon de voir. Et aussi, peut-être, je pense que de leur côté aussi, ils ont été devenus plus flexibles, plus compréhensifs vis-à-vis de nos problèmes. La deuxième chose, c'est les médecins haïtiens, les confrères haïtiens sont devenus aussi plus réceptifs aux médecins canadiens, vu ce qu'ils ont développé, et on a pu créer une certaine alchimie. La troisième chose, c'est aussi nous, on pense qu'avec l'expertise qu'on a acquérie à cause de notre commerce presque chaque jour hebdomadaire avec les Canadiens, parce que nous, on ne forme que presque 10% des médecins, on pourrait aider aussi les autres facultés de médecine à obtenir leurs accréditations et ça aura des retombées sur tout le système haïtien. C'est ces choses-là qu'on a pu mettre en perspective dans notre collaboration avec les équipes canadiennes. Merci beaucoup, Dr Missé. Donc, on arrive aux enjeux et défis. Donc, du côté canadien, chez les Roses, je repasse la parole. Oui, écoutez, un projet comme ça, sur plusieurs années, apporte son lot d'enjeux et de beaux défis à relever. Donc, parmi les enjeux et défis, en fait, un enjeu qui a été important, en fait, et un facteur facilitant aussi, qui représente quand même toujours un défi,
faut toujours se le rappeler, c'est de mettre beaucoup d'efforts sur la création. Donc, c'est ce qu'on a mis au début, beaucoup d'efforts sur la création d'un nouveau réseau de relations entre différents acteurs qui se connaissaient peu avec des intérêts divers. Et de nourrir ce réseau de relations. On est souvent bien experts dans nos domaines et ça, il n'y a pas de problème en cursus, en pédagogie, en santé publique, etc. Mais là, l'enjeu, c'était de mettre, sans oublier cette expertise-là qu'on maîtrise habituellement bien, mais de concentrer quand même nos efforts sur la création de ce nouveau réseau de relations entre acteurs. Et c'est un enjeu. Je pense qu'on a réussi. Ça demeure un défi là, pour le maintenir et le nourrir. Et ça demande aux professionnels, finalement, de mettre de l'attention sur autre chose que notre expertise qu'habituellement on maîtrise bien. Un enjeu qu'on a rencontré, c'est prendre le temps de dépasser les incompréhensions, surtout la première année et demie, je dirais. Avec des professionnels canadiens qui connaissaient peu et pas le contexte haïtien. Donc, c'est normal qu'il y ait des incompréhensions, notamment beaucoup en lien avec les retards, des fois, les absences, des avancées des travaux qui n'étaient pas peut-être au rythme souhaité. Et plutôt, et là, l'enjeu, c'était de ne pas rester sur des a priori. Et on pense qu'on a su dépasser ça, c'est-à-dire que plutôt que de rester sur des impressions, les collègues ont questionné pour bien comprendre qu'est-ce qui expliquait finalement parfois des retards, des absences ou des avancées qui n'étaient pas au rythme souhaité. Et là, ça a permis d'ouvrir en fait sur les contextes de vie, les contextes de travail qui continuent de véritables obstacles dans un contexte comme Haïti, un pays, on l'a vu, une véritable crise à différents niveaux. Et là, les collègues canadiens ont découvert des contextes de vie et de travail insoupçonnés qui ont des impacts majeurs finalement sur les enseignants et les étudiants. Ça, c'était un des plus gros enjeux qu'on a rencontrés au début. Bon, il y a toujours l'enjeu de maintenir un équilibre délicat entre soutenir et ne pas faire à la place, soutenir sans laisser faire. Je pense qu'on a bien réussi en ouvrant les dialogues entre les deux universités canadiennes et haïtiennes de manière régulière, en comprenant mieux les défis, les obstacles et les contraintes aussi en Haïti. C'est ce que ça prend, on pense, pour maintenir un certain équilibre à ce niveau-là. Bon, un des enjeux aussi, c'est de ne pas sous-estimer les réels problèmes de connexion, à la fois d'accès au réseau, mais à la fois de maîtrise de nos partenaires de différents logiciels qu'on propose. Ça, je pense qu'il ne faut pas sous-estimer. Maintenir la transparence en tout temps, j'ai pas beaucoup le temps d'élaborer, mais on a eu des sujets peut-être qui concernaient davantage les universités canadiennes qu'on aurait peut-être préféré garder pour nous, mais non. On a décidé, on va mettre ça sur la table et on va le partager aussi avec nos collègues haïtiens et on pense qu'on a fait de la bonne façon. Aussi comme autre enjeu, donc celui d'accroître la mobilisation des acteurs à la faculté de médecine, au-delà des acteurs bien impliqués avec nous au quotidien de manière hebdomadaire, ceux du comité de programme, du comité de formation pédagogique, du comité de gouvernance, et les autres acteurs de la faculté de médecine qui doivent être impliqués dans cette réforme. L'ensemble des enseignants et des étudiants. Donc, il y a un enjeu là dans le projet d'accroître cette mobilisation dans un contexte qu'on l'a vu de crise important. Et là, ça va demander nécessairement un leadership important du décanat et peut-être penser à des stratégies de communication aussi pour susciter l'enthousiasme et l'envie quand même de s'engager dans une réforme, mais qui demande beaucoup d'énergie, beaucoup de changements et d'investissement de la part des enseignants. Un autre enjeu, c'est l'alignement des facultés de médecine. Un autre enjeu, l'alignement des facultés de médecine. Je parle ici aux facultés de médecine dans la conférence des doyens des facultés de médecine et du ministère de la Santé publique et de la Population sur des orientations communes.
Donc, on travaille avec les facultés de médecine, mais aussi en collaboration étroite avec le ministère de la Santé publique et de la Population et avec Raison. Donc, la formation médicale, si elle relève des facultés de médecine, a un impact pour le ministère de la Santé publique et de la Population qui, évidemment, souhaite des professionnels compétents. Le ministère de la Santé publique et de la Population a défini un profil du médecin haïtien, défini un référentiel de compétences et même un programme d'enseignement. Et donc, il y a une nécessaire une collaboration, en fait, un alignement commun qui est nécessaire et qui n'est pas toujours facile là, à avoir, qui nécessite beaucoup d'échanges. Enfin, l'appui à la conférence des doyens des facultés de médecine reconnues en Haïti, ça demeure un défi pour nous parce que cette conférence-là nous a demandé aux 2 universités canadiennes leur appui en vue de la démarche d'accréditation. Or, la conférence des doyens est composée de différentes facultés qui ne sont pas au même stade d'avancement en lien avec l'accréditation. Et aussi que c'est que les facultés autres que la faculté de médecine et de pharmacie n'avons pas développé les 2 universités canadiennes impliquées, Laval et Montréal, de lien avec ces facultés-là. Et donc de liens de confiance qui pourtant nous semblent bien essentiels là, pour assurer le succès du projet. Donc ça demeure un défi pour nous de développer des liens aussi. Et je termine là-dessus, le financement, je ne vous surprendrai pas, donc demeure quand même toujours un projet, un enjeu majeur là, pour poursuivre notre accompagnement. Un accompagnement pour l'accréditation, c'est quelque chose de longue durée et notamment si on souhaite développer ou aller de l'avant pour l'appui à la conférence des doyens aux autres facultés de médecine. Donc, ça demande un financement qui est conséquent. Merci beaucoup, Shelley Rose. Et donc, on va voir les enjeux et les défis du côté haïtien par Dr Missé. On a déjà discuté de ça. C'est premièrement, on a pu s'adapter avec agriculture différente. Deuxièmement, on a pu apprendre beaucoup du fonctionnement des gens du Nord, des gens du Canada, parce que nous, des fois, il y a beaucoup de nonchalance et de leur côté, c'est la rigueur. Malgré les différents obstacles que Shelley Rose a fait ressortir dans ses exposés, des fois des obstacles politiques, des fois des obstacles sociaux, des manques de moyens, on a pu être résilient et presque arriver au bout du projet. Et puis la 4e chose, c'est permettre aussi, on avait déjà dit ça, que c'est 10% des médecins conformes, permettre aussi que les autres facultés en Haïti, les facultés privées, il y a même aussi une autre faculté publique qui vient d'être créée, puissent avoir cette expertise et suivre la route de l'accréditation aussi. Donc, c'est les enjeux de notre côté, du côté haïtien. Merci beaucoup, Dr Missé. La suivante. Donc, j'ai la responsabilité de conclure cette présentation. Donc, vous avez bien compris que l'enjeu majeur, c'est de réussir ce partenariat dans le cadre d'une situation complexe, mais aussi dans un esprit gagnant-gagnant, avec des retombées positives, aussi bien pour la partie haïtienne que pour les parties canadiennes. Tout le défi de notre projet a été basé sur notre responsabilité sociale, sur notre obligation de réussir par rapport à nos sociétés respectives. Et un autre volet a émergé dans le cadre de cette collaboration, c'est celui de la solidarité. Cette solidarité qui nous a animés pour réussir ensemble ce projet. Je trouve que c'est un élément très important à souligner, particulièrement en cette période de Covid où la solidarité a peut-être un peu manqué à l'échelle internationale, particulièrement entre le Nord et le Sud. Et je pense qu'on peut être un exemple par rapport à cette démarche de solidarité. Alors, oui, le projet avait des forces. D'abord, la motivation de la direction des canals, qui avait vraiment une vision claire par rapport à l'accréditation et par rapport à l'impact que peut avoir ce projet au niveau de la santé des citoyens haïtiens. La motivation également des partenaires du côté des universités québécoises de Laval et de Montréal. La mobilisation du comité de pilotage de la faculté de médecine de l'Université d'État et, comme l'a dit Shelley Rose, l'appui important des partenaires locaux, ministères, rectorats, conférences des doyens, mais aussi internationaux, l'Agence universitaire de la francophonie et la CIDMEF, qui est la conférence internationale des doyens et de facultés de médecine française. Alors, ces forces ne doivent pas cacher effectivement certaines faiblesses.
en particulier la faible mobilisation du corps enseignant, particulièrement au début du projet, les difficultés en lien avec la communication, mais ces faiblesses sont essentiellement inhérentes à l'insécurité. Alors, c'est vrai que l'insécurité est une menace pour le projet, mais nous, en tant qu'équipe québécoise, je pourrais dire que nous avons vraiment été impressionnés par l'engagement de nos partenaires haïtiens dans des conditions de vie et de survie difficiles. Et vraiment, là, au nom de tous, je voudrais vraiment rendre hommage à tous les collègues haïtiens avec qui on est en train de partager ce projet. Et comme l'a dit tout à l'heure Dr Missé, il est en train de participer à la conférence alors qu'il y a des coups de feu à côté. Alors, effectivement, l'accréditation 2024 est une opportunité. Ce n'est pas une fin en soi, mais c'est une excellente approche pour améliorer la qualité de la formation, revoir la gouvernance, intégrer les concepts de responsabilité sociale et mieux former les formateurs. Donc, voilà un peu ce que je voulais dire en conclusion, en disant un dernier mot par rapport à la conférence internationale des doyens de faculté de médecine française qui a mis l'accréditation des 140 facultés de médecine en priorité et qui donne à ce projet mis en place canado-haïtien un exemple d'une approche, disons, faite dans les règles de l'art, dans cet esprit gagnant-gagnant pour mener un peu les facultés vers l'accréditation. Voilà, je pense qu'on en a terminé avec la présentation et je vais tout de suite passer la parole au Dr Nicolas Fernandez pour animer un peu la discussion. Merci, Dr Maherzi, Dr Hippolyte et Dr Missé. Alors, j'ouvre les micros. Si vous avez des questions, des commentaires. So, thank you to all the panelists, and I'm opening the mic. Please come forward with any questions or comments that you'd like to share with us. So, muchas gracias a los presentadores. Estoy abriendo los micrófonos ahora para, por favor, pongan sus preguntas o comentarios. Pueden hacerlo en el idioma que usted sea más cómodo. And I'll translate. La parole est à vous maintenant. I'm going to look at the chat. Okay. Vous pouvez aussi faire vos commentaires sur le chat. Pueden hacer sus comentarios sobre el chat, or you can send us your comments or questions on the chat. Don't be shy. No sean tímidos. Je creo que... OK, je vais le faire en français. Je pense que ce projet est un exemple vraiment qui se démarque de coopération internationale, pas seulement à cause de la situation en Haïti, mais aussi par le volet humain qui est manifeste dans nos travaux. Mais nous avons une question de quelles sont les retombées pour les étudiants au Québec? C'est toi qui poses la question, Ahmed, je crois. Chez les Roses. La question est pour moi? Oui. D'accord. Non, au Québec, oui. Oui, ben j'inviterai aussi professeur Fernandez et docteur Maherzi quand même à y répondre. Vous êtes à l'Université Laval. Donc, oui, c'est vrai que dans les projets de coopération comme ça, on a tendance à voir que les retombées sur la faculté de médecine qui a demandé l'appui et on a tendance à penser les retombées que sur la faculté qui est officiellement appuyée. Mais je pense que vous l'avez bien expliqué sur la diapositive sur les retombées canadiennes. D'ailleurs, on a fait plusieurs réflexions là-dessus. Quelles sont les retombées sur l'Université canadienne pour mettre en évidence, en fait, ces retombées-là. Ben, on l'a vu, là, ça permet tout d'abord de remplir nos responsabilités en termes de faculté de médecine socialement responsable. Mais pour venir plus proche des étudiants, en fait, tous les médecins et le professeur Fernandez aussi qui sont impliqués, sont en lien, en fait, occupent à la fois des postes de responsabilité, mais sont tous aussi en lien avec des étudiants. Alors, je pense que ces personnes-là peuvent servir de modèle de rôle, en fait, aux étudiants
parce que ce ne sont pas tous, certains d'entre nous sont beaucoup impliqués à l'étranger, mais d'autres beaucoup moins. Et donc, je pense que ça montre un beau modèle de professionnels de la santé, comme la majorité vont être formés, qui travaillent au Québec, mais qui, dans le cadre quand même de leur activité, priorisent certaines activités d'appui à d'autres facultés de médecine dans un esprit de responsabilité sociale, mais aussi de solidarité. Donc, pour moi, je pense que le modèle de rôle est excessivement important. Aussi, ces médecins, certains étaient habitués au contexte de pays à faible revenu, d'autres pas du tout, et pas du tout au contexte haïtien qui est assez particulier, on l'a vu. Je pense que tout ça, ça élargit en fait les horizons de nous tous qui avons été impliqués et ça se traduit nécessairement dans la façon dont on forme, on accueille et on forme les étudiants, mais aussi les étudiants, aussi on a beaucoup d'étudiants étrangers d'ailleurs de plus en plus et je pense que ça a un impact important sur la façon dont on accueille, dont on forme, la façon dont on transmet en fait nos messages aux étudiants. Mais je vous laisserai aussi compléter. Il y a le professeur Fernandez et aussi qui peut compléter s'il n'y a pas d'autres questions. Moi, j'aimerais bien compléter. Un aspect très important, c'est qu'au Québec, il y a une communauté haïtienne importante. Et on sait très bien que dans le cadre de la santé, que si on veut traiter correctement les citoyens et les communautés, c'est très important de connaître l'histoire, de connaître la culture des communautés. Et je pense que l'implication des facultés de Montréal et Laval auprès de la faculté de médecine d'État d'Haïti, particulièrement de ce projet, en réformant les terrains de stage tels qu'on est en train de faire, va permettre aussi d'encourager une mobilité des étudiants du Québec vers Port-au-Prince, de sorte que nos étudiants des facultés canadiennes vont mieux connaître la culture, l'histoire, les conditions de vie des citoyens haïtiens. Et au retour du pays, je pense qu'ils vont être mieux équipés pour mieux traiter les Canadiens d'origine haïtienne qui résident au Canada. Je pense que c'est juste un exemple un peu d'une coopération gagnant-gagnant. Effectivement, il y a une question. Monsieur Sarro. Bonjour. Bonjour. Je vous remercie pour votre présentation. C'était fort instructif. Je me demandais, là, je vois que vous avez un horizon 2024 pour l'accréditation. Vous avez dit que ce n'était pas une fin en soi. Puis je présume que vous seriez peut-être nécessairement prêt à vous réembarquer dans une autre aventure comme celle-ci, mais si vous aviez à le faire, est-ce que vous auriez un élément que vous feriez différemment ou un conseil que vous aimeriez partager? Puis est-ce que ce modèle-là pourrait être applicable à une autre collaboration dans un autre pays? Puis ça vaut autant pour le côté haïtien, pour d'autres types d'accréditation que pour les collègues du Québec qui voudraient collaborer avec d'autres partenaires dans le monde. Voulez-vous intervenir, chers collègues? Dr. Milsé? Bon, je ne peux pas répondre pour les Canadiens parce que nous, on intervient au niveau local, mais je pense que nous, avec l'expertise qu'on a accueillie, avec l'expérience qu'on a faite avec les Canadiens, on pourrait aider les facultés haïtiennes, les facultés locales à avoir l'accréditation. Et ce sera plus facile pour nous de travailler avec eux que quand on a commencé avec les Canadiens parce qu'il fallait s'adapter, mais nous, on a déjà fait l'expérience et on a les mêmes cultures, les mêmes réflexes. Je pense que ce serait facile pour la faculté d'État d'aider les autres facultés en Haïti. Mais je pense que c'est aux Canadiens aussi de répondre s'ils pourraient répliquer ça avec d'autres pays ou bien d'autres personnes. Amen. Merci. Oui. Moi, ce que je vais dire d'abord, c'est que l'approche de l'accréditation, je pense, elle est très intéressante dans le sens où elle pousse vers l'amélioration de la qualité au niveau de la formation, révision du curriculum, comme on l'a dit, l'instauration de la gouvernance, l'intégration des concepts de responsabilité sociale, la réforme des soins. Donc, vraiment, c'est une amélioration de la qualité. Alors, est-ce que c'est duplicable à d'autres? Je dirais oui. Nous, ce qu'on a beaucoup appris avec notre expérience à Haïti, c'est d'abord qu'on ait une faculté qui accompagnons un peu d'autres facultés pour les soutenir, ce qui est une obligation, un critère de responsabilité sociale, en parenthèse, de nos facultés. C'est surtout de s'adapter au contexte local.
Et s'adapter, je pense que c'est le côté le plus difficile. Tout à l'heure, Shirley Rose a parlé de l'année d'adaptation. S'adapter, c'est-à-dire tenir compte un peu des... tout à l'heure, elle avait parlé parfois des retards, parfois des réunions qui ne se faisaient pas, mais par rapport au contexte qui existait, je pense qu'on a beaucoup appris, qu'on est très bien armé actuellement pour s'adapter à d'autres situations. Et voilà, moi, je pense que le principal message, c'est un peu ça. Et surtout, ne pas aller dans le sens de donneur de leçons, plutôt aller dans le sens de voir les attentes des collègues et vraiment s'adapter. Et encore une fois, on se rend compte que tous les jours, on apprend. Il y a des retombées qui sont importantes pour les pays ou les facultés qui sont demandeuses, mais il y a des retombées tellement importantes aussi par rapport aux facultés qui soutiennent. Alors, si je peux compléter simplement quelques mots, donc j'appuie mes collègues. C'est une superbe expérience. On a développé beaucoup de compétences. Est-ce qu'on poursuivre? Oui. Est-ce qu'on recommencerait ailleurs? Je me garde une réserve. Je trouve que le projet est réussi parce qu'on a beaucoup, beaucoup investi. Et au-delà de notre expertise, comme je disais, que je pense nous manque peu d'énergie, on mobilise facilement. Mais on a beaucoup investi quand même au niveau des relations interpersonnelles et je ne suis pas sûre que ça se transpose comme ça aussi facilement que ça. Donc, et je crois que c'est vraiment, sincèrement, la clé de la réussite de ce projet-là parce que les contextes sont tellement différents que si ça n'avait pas été le cas, de développer des relations interpersonnelles proches, de développer une compréhension des contextes, je pense qu'on aurait eu beaucoup de difficultés à collaborer. C'est vraiment clé, mais ça demande beaucoup d'énergie positive, là. Mais quand même, j'explique de tout le monde. Et pour les contextes de vie et de travail, peut-être que si c'était à recommencer, peut-être qu'on mettrait un petit peu plus l'accent là-dessus dès le début pour faciliter cette compréhension-là. C'est venu au fur et à mesure, des questionnements, des fois certaines incompréhensions, là, je dirais sur 1 an et demi. Peut-être à reprendre, on pourrait peut-être faciliter cette compréhension, mais en même temps, ça se développe tranquillement aussi avec les relations interpersonnelles et les relations de confiance, si bien qu'une fois qu'elles sont établies, quand il se passe quelque chose qui peut nous questionner, bien, on comprend de qui ça vient, on comprend mieux le contexte et ça apaise le tout. Voilà. Bon, il nous reste 1 minute et moi, j'aimerais juste faire un petit complément. Je pense que c'est une relation à long terme. Ça ne se terminera pas en 2024, à mon avis. Moi, je pense qu'on va continuer à être partenaire avec la faculté de médecine et de pharmacie de l'UEH, tout comme l'ancien doyen de la faculté de médecine de Tunis est partenaire avec nous dans le projet Haïti. Et donc, je pense que c'est un peu ça. Moi, je vois vraiment ça comme boule de neige d'expérience. Et donc, ce ne serait pas étonnant que si on a à intervenir dans un autre pays, le docteur Milsé serait parmi nous comme collaborateur dans un projet dans un autre pays sur la planète, grâce à son expérience qu'il a acquis avec nous. Alors, il est 4h30 à Montréal et à Port-au-Prince. Alors, je vous remercie beaucoup d'avoir participé, d'avoir écouté à cette présentation. Thank you very much. We are ending the session right now. Et muchas gracias. Y no sé si hay chilenos en la sala, pero ¡viva Chile! Thank you all. Merci. Gracias. Bye. Merci. Au revoir.